Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des entretiens commerciaux, d'entretiens de vente, hein, et 10 erreurs à ne surtout jamais plus commettre lorsqu'on est dans le B2B et qu'on est face à un prospect. En fait, c'est un article que j'ai écrit pour Touch and Sell, qui est une application mobile qui aide les commerciaux à mieux vendre avec une application mobile qui permet de présenter des documents, des vidéos, etc., etc. Et en fait, ils m'ont dit, tiens Fred, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des conseils pour réussir un rendez-vous avec un prospect, etc. Et en fait, là, j'ai plutôt été du côté des erreurs parce que ça fait des années que je fais des rendez-vous avec les commerciaux. Et à chaque fois, je me rends compte qu'il y a des petits trucs qui font que l'entretien commercial peut soit être un super rendez-vous et on repart content, soit en fait tout simplement ça devient une bérésina et en faisant un petit truc tout con, et ben on arrive à faire foirer la vente, hein, tout simplement. On peut se disqualifier, son image, son entreprise, etc. Donc en fait, je vous ai listé 10 heures. La première, en fait, c'est organiser un rendez-vous avec un prospect non qualifié. Alors ça, c'est pas forcément l'erreur du commercial parce que c'est avant l'entretien, mais ça c'est un truc que moi personnellement j'aime pas, que les avant-ventes n'aiment pas et que je pense que n'importe quel directeur commercial n'aimerait pas non plus, parce que tout simplement c'est pour moi c'est l'une des pires erreurs. On va organiser un rendez-vous avec une personne, elle n'a pas forcément de besoin, elle vient juste de manière un petit peu curieuse. On aura passé une heure dans les transports, une heure aller, une heure retour, on a préparé une démo, on a préparé un PowerPoint personnalisé. Qu'est-ce qui se passe? On arrive chez la personne, elle dit ah oui, oui c'est sympa, mais en fait c'est juste pour regarder, je travaille sur mon plan marketing de l'année prochaine. Je regardais, j'ai vu votre truc, je voulais savoir un petit peu. Donc ça c'est vraiment quelque chose que personnellement je trouve que c'est une perte de temps. Pour le commercial c'est une perte de temps aussi parce qu'il devrait se concentrer sur des rendez-vous pertinents où là vraiment il sait qu'on va cartonner, se concentrer sur des affaires qui sont adaptées, qui sont dans le cœur de cible, etc., etc. Et se concentrer pour faire des bonnes démos et pas faire un maximum de démos. Donc vraiment ça c'est le client hors cible. Donc moi ce que je conseille toujours, c'est demander à vos commerciaux de faire ce qu'on appelle un BANT. Alors qu'est-ce que c'est un BANT? Un BANT, en fait, c'est un acronyme de vente qui est utilisé depuis des années aux États-Unis. Ça permet en fait de vérifier s'il y a vraiment une opportunité de vente qualifiée. En fait, BANT, ça signifie B-A-N-T, donc budget. Est-ce qu'il y a vraiment un budget? Ça, c'est vraiment important. Si vous demandez à la personne, ok, vous voulez acheter un produit, mais vous voulez résoudre un besoin, est-ce que vous avez déjà défini un budget? Est-ce que la personne a l'autorité pour prendre la décision? Est-ce que c'est un stagiaire ou c'est quelqu'un qui dit non mais c'est mon chef qui décidera, je fais une présélection pour lui? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important qui nécessite que la personne va devoir changer? Est-ce qu'il y a un problème avéré? Quelque chose qui coûte de l'argent? Et est-ce qu'il y a un timing? Est-ce que vous comptez prendre votre décision cet été, en décembre, machin, etc., etc. Si vous n'avez aucun de ces éléments-là, c'est pas un projet déjà, hein. C'est juste quelqu'un qui se renseigne. Si vous n'avez qu'une partie, par exemple, une personne qui n'a pas l'autorité mais qui dit qu'il y a un budget, qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a un vrai projet, là il y a vraiment de quoi faire. Si c'est une personne qui n'a ni budget, ni autorité, ni besoin, ni temps, ça sert à rien du tout. Donc en fait, il faut véritablement choisir ses affaires et vérifier avec un simple vente. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement demander à vos commerciaux de remplir une petite fiche dans le CRM ou une fiche à l'oral, hein, ou un email, en disant ok, avant de faire une démo, tu me dis ça. Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a une autorité? Quel est le besoin? Et quel est le projet? Moi, vraiment, c'est un truc qui est très simple. Vous mettez ça dans votre CRM et ça vous permet en fait d'avoir au moins des affaires qui sont un minimum qualifiées. Parce que parfois, un commercial vous dit allez hop, tiens, j'ai un rendez-vous avec machin, j'ai une démo à faire, on y va. Donc, dans ces cas-là, si vous avez ce genre de rendez-vous-là, parce qu'on va pas non plus tous les refuser, vous pouvez dire est-ce qu'on peut déjà se faire un petit point par téléphone, 5-10 minutes, ou est-ce qu'on peut se faire une web démo, etc. Voilà. L'autre point, alors quelque part c'est intéressant mais c'est un peu embêtant, c'est éviter d'incentiver les commerciaux sur le nombre de rendez-vous. Alors il y a un fait qui est réel et qui est vrai, plus vous faites de rendez-vous, plus en fait vous faites de chiffre d'affaires en B2B. C'est vraiment assez mathématique comme chose. Et donc il y a beaucoup de directeurs commerciaux qui disent voilà, tu dois faire X rendez-vous dans le mois, dans l'année, etc., etc. Et ça c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'effet inverse et faire du rendez-vous pour du rendez-vous. Donc en fait, souvent, ce que moi je conseille à un directeur commercial, c'est de dire, ok, d'accord, il y a cet objectif de X rendez-vous, mais après tu descends en fait le pipe, tu descends les rendez-vous, et avec ça, en fait, tu vas pouvoir dire, ok, il y a X rendez-vous, mais qu'est-ce que tu as fait, quel est le projet, est-ce que c'est qualifié, etc., etc. Donc en fait, ça évite après que le commercial fasse, par exemple, 10 rendez-vous, et que lorsqu'il sera en face de son directeur commercial pour dire, tiens, voilà,
la liste des rendez-vous que j'ai faite, et bien en fait, si à chaque fois, non, c'est un prospect non qualifié, non, il n'y a pas de projet, non, il n'y a pas de ceci, non, il n'y a pas de cela, bah, vous pourrez dire, mais attends, t'as fait que des rendez-vous qui servent à rien là. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est assez intéressant et assez puissant. Donc, comme je disais, le nombre de rendez-vous imposés est très fort, mais il faut aussi faire un petit contrôle dessus. Voilà. Prévoir un dispositif plus simple pour les prospects qui ne sont pas encore en phase de découverte. Ça, en fait, ça c'est important, en particulier sur un salon. Sur un salon, alors là, si vous passez une demi-heure, une heure avec un client qui n'a pas vraiment de besoin, il faut vraiment à ce moment-là vous concentrer sur les prospects qui sont un peu chauds. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir deux types de présentations. Pour un prospect qui veut se renseigner et quelqu'un qui a un vrai projet. Les prospects qui veulent vraiment se renseigner sur un salon, et ben en fait, là ils ont le droit à une démo. Les autres, en fait, c'est plutôt une présentation de la plaquette, on récupère les coordonnées, on montre un petit truc rapidement, éventuellement sur une tablette, et puis voilà. Et après, on prend un rendez-vous pour plus tard. Donc vraiment, il y a deux optiques, voilà. Donc la prise de contact peut également aussi se faire par une cellule de télévente. En B2B, moi je conseille véritablement ça, la télévente, parce que souvent en fait, les commerciaux sont pris par des appels d'offres, des rendez-vous, etc., etc. Et ils n'ont pas le temps de gérer correctement les prospects. Or, on sait qu'un prospect est vraiment un produit qui se dégrade très rapidement, puisqu'en fait c'est comme un produit frais. Si on ne l'utilise pas tout de suite, et il se dégrade tout de suite. Et donc il faut vraiment rappeler très rapidement les prospects. Et les prospects, c'est pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est très très rapidement, c'est dans les 24-48 heures. Il y avait, je crois que c'est Alcatel qui disait que la durée de vie dans leur secteur d'activité d'un lead était d'à peine quelques heures. Donc après quelques heures, il y a déjà 50 personnes qui ont appelé le prospect parce que, enfin 50, j'exagère, hein, mais il y a déjà plein de gens qui ont appelé le prospect pour avoir un rendez-vous. Et si vous arrivez après tous les 5, 6, 7, 8 personnes, votre discours, il a déjà été vu et revu, vous avez du mal à apporter de la valeur ajoutée, vous avez du mal à caler un rendez-vous. Donc c'est vraiment important de rien, même juste faire un rendez-vous téléphonique. Voilà. Le prospect, après, vous pouvez le passer dans une chaîne de marketing automation hein, si vous voulez, mais l'appel téléphonique en B2B est vraiment essentiel. Voilà. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas ajouter les contacts sur les réseaux sociaux. Ça, en fait, c'est un truc que je vois beaucoup en B2B parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ils sont pas du tout passés au social selling, ils sont restés un petit peu dans la vente à l'ancienne, la vente traditionnelle. Bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein, le commercial à l'ancienne qui prépare pas forcément ses rendez-vous. Or, il y a énormément de choses en fait qui sont à récupérer sur LinkedIn. Donc, une fois en fait que vous avez pris contact avec la personne, le réflexe c'est d'aller sur LinkedIn, même avant, hein, si la personne a rempli un formulaire et que vous l'appelez. Avant, en fait, vous allez regarder sur LinkedIn quel est son poste, son parcours, comme ça on pourra adapter son discours. Éventuellement des collègues, des contacts en commun, par exemple, tiens, vous avez le bonjour de Martin, votre ancien collègue, etc. etc. Le lieu où elle a fait ses études, parce que vous pourrez utiliser le principe de la similarité, en disant ah j'ai vu que vous étiez élève à Toulouse, il y a un certain temps j'étais sur votre fiche LinkedIn, ah moi aussi j'étais à Toulouse, machin. C'est le principe de la similarité qu'on a vu en fait avec Robert Cialdini dans Influence et Manipulation. Le fait de rien que dire voilà on a fait l'étude en même temps, on a été à Paris, on a fait la même fac, on a les mêmes copains, on a la même boîte, on a le même machin, le fait d'avoir la similarité permet en fait d'avoir plus de crédibilité auprès de cette personne-là et en tout cas d'avoir un meilleur relationnel. Il faut toujours trouver un relationnel commun. Voilà. C'est aussi un moyen en fait de pouvoir avoir une première graine en fait de relationnel, par exemple en likant, en commentant, en relayant ses publications, voilà, et regarder un petit peu s'il aime les publications des concurrents. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à un rendez-vous comme ça il n'y a pas très longtemps, et le prospect en fait, il nous disait pas qui il avait en fait en solution actuelle, mais en regardant un peu, j'ai vu qu'il était fan de telle page et qu'il avait liké une publication d'un concurrent. Alors bien entendu, on se dit s'il a liké la publication d'un concurrent, c'est qu'il les connaît. Donc en fait, on va orienter notre discours là-dessus. Voilà. Donc vous regardez ça dans les actualités, les activités en fait d'une personne, et comme ça vous verrez tout ça. Voilà. Donc vous pouvez aussi ajouter la personne dans votre cercle de contact. Hein. Par exemple, moi, un message que je fais, c'est bonjour en amont de notre rendez-vous du 1er mars. Je me permets de vous inviter sur LinkedIn afin que nous puissions rester en contact. Bonne journée, Fred. Voilà, c'est vraiment très simple. Ne faites pas non plus le harceleur parce que si vous n'arrêtez pas de lui envoyer des demandes de contact, etc., ça va mal se passer. Donc il faut quand même être toujours diplomate. Voilà. En attendant, quand il est accepté, après, vous avez juste à publier régulièrement des activités, des contenus sur votre profil LinkedIn afin de rester en mémoire, d'apparaître régulièrement. Alors après, une autre astuce qui est plus dangereuse, c'est d'inviter le prospect sur un groupe privé. Par exemple, moi j'ai un groupe privé qui s'appelle les responsables de l'expérience client qui regroupe à peu près on va dire, 600 personnes.
C'est un groupe en fait entre experts de la relation client, de l'expérience client, des centres d'appel, etc., etc., de la transformation digitale. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est que des actus qui sont publiés par moi et d'autres personnes, et ça permet après d'envoyer des newsletters à ces personnes, alors que sur LinkedIn on peut pas le faire. Là c'est automatique avec les groupes, donc c'est vraiment intéressant. Par contre ça peut être un double tranchant parce que si vous imaginez, si la personne vous n'avez pas encore fait le rendez-vous et vous l'invitez à être en contact, vous l'invitez à un groupe, ça fait un peu beaucoup. Donc moi je vous invite plutôt à utiliser le groupe dans un second temps, une fois que vous avez rencontré la personne, qui a eu un premier rendez-vous, voire un deuxième, et là en fait vous l'invitez dans le groupe et comme ça il sera au courant de toutes vos actualités que vous publierez sur votre site internet, mais également, enfin sur le groupe, hein, les actus de votre site internet que vous publiez sur le groupe, mais également des actus tierces qui vont encore renforcer votre crédibilité. Voilà. L'erreur numéro 3, c'est ne pas personnaliser sa présentation. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très simple et pourtant on se dit merde, comment les gens n'y pensent pas. Moi, systématiquement, en fait, j'ajoute le logo de l'entreprise sur au moins 2 slides du PowerPoint. Voilà. Vraiment, c'est essentiel de se dire que le client n'en a rien à faire de vos problèmes. Lui, ce qu'il veut, c'est résoudre enfin, il n'a rien à faire de vos produits plutôt. Ce qui l'intéresse, c'est son problème. Donc, il n'est pas là pour voir une présentation de vos produits ou services. C'est pas ça qui l'intéresse. Il est en train de voir si vous avez la solution à son problème. Donc, en fait, il faut que dans votre présentation PowerPoint, vous ne mettez pas en avant le produit, mais en fait que vous allez résoudre son problème. Et en même temps, il faut lui montrer que c'est rien que pour lui, parce que c'est pas uniquement pour, comment dire, pour tous les clients, c'est pour lui. J'ai pensé à lui, parce qu'en fait, comme dit Guy Kawasaki dans L'Art de se lancer 2.0, une bonne offre, c'est trouver le moyen de faire passer l'argent de la poche du prospect à la vôtre. C'est pourquoi il sortirait le chéquier et il vous ferait un chèque. Voilà. Donc c'est pas à comment de vendre vos produits, mais comment vous allez résoudre le problème du client. Voilà. Donc comme je vous le disais, très simplement, vous ajoutez le logo du prospect sur une ou deux slides de votre présentation et vous personnalisez aussi le nom du fichier PowerPoint avec son nom. Vous verrez, ça fait un peu plus pro que dire présentation standard produit ou présentation simple produit. Voilà. Si vous avez un service PAO, n'hésitez pas aussi à ajouter, par exemple sur une petite vidéo de présentation produit, présentation pour telle entreprise. Voilà. Rajouter une UDCL aussi, moi ce que je rajoute toujours, c'est ce que nous avons compris de vos besoins. C'est vraiment essentiel, c'est 2 slides, slide de présentation avec le logo en dessous, plus voilà ce qu'on a compris de vos besoins, c'est essentiel parce que ça permet de montrer au client que quand il a appelé au téléphone, vous avez bien pris des notes de ce qu'il voulait lui, vous avez bien orienté la présentation sur ce qu'il voulait lui, et là il dit ah oui c'est ça. Et puis aussi une deuxième chose, c'est que ce slide là, il vous permet aussi de vérifier que vous partez pas dans le mauvais cadrage. C'est-à-dire que moi, comme ça me permet de vérifier si la personne, en fait, si ce qu'on a compris dans son besoin est bien le bon. Si vous dites ah non, moi je voudrais ça en plus, ça permet d'orienter la démo qui est derrière. Donc vous avez en fait comme ça un deuxième filet de rattrapage qui vous permet de rattraper le truc. Un bon truc aussi également, alors bon là c'est pas forcément le cas si vous êtes tout seul, mais si vous êtes par exemple deux à faire une présentation, il y a le produit A et le produit B, vous pouvez très bien demander à la personne du produit A de dire voilà ça, d'avoir ce slide là. Vous en attendant vous continuez de préparer vos slides et hop, si la personne dit à votre collègue lors de l'intro de la première présentation de produit, voilà notre objectif c'est ça, vous avez le temps de modifier vos slides à l'arrache, mettre quelques phrases et mots clés qu'ils ont dit juste avant et les mecs vont dire voilà voilà ce qu'on avait compris sur votre slide, sur votre besoin, et vous mettez sur ça exactement les mots qu'ils ont dit, elle dit ah oui c'est ça, et donc rien que quand ils voient ça ils se disent oui au moins eux ils ont compris notre besoin. Voilà. Également dans la démo, n'hésitez pas à personnaliser la démo selon l'entreprise. Moi ce que je fais régulièrement, c'est que j'utilise les noms des produits dans les présentations et également le nom des personnes. Quand vous mettez le nom des personnes, c'est vraiment super sympa parce que les gens ils adorent ça. Ça m'est déjà arrivé également de faire des présentations de solutions de SMS et donc en fait dans ces cas-là on envoyait un SMS aux participants qui étaient là dans la salle sur leur portable directement et ça c'est assez fun et assez marrant à faire. Un autre truc également, et ça c'est une erreur, c'est l'erreur numéro 4, c'est être en fait en retard ou lent au démarrage lors du rendez-vous. Vraiment le client il vous a accordé du temps, il vous a accordé 1 heure, vous a accordé une demi-heure, vous a accordé 45 minutes dans son agenda, il vous a accordé 2 heures. Lui il a le droit d'être en retard, mais vous n'avez pas le droit d'être en retard. C'est vraiment important. Il est essentiel d'avoir toujours une marge de sécurité, d'arriver au moins 10 minutes avant. Alors moi ce que je conseille toujours c'est 1 ou 2 jours avant, c'est de
cadrer et vérifier qu'on a toujours le rendez-vous. Est-ce qu'on se voit toujours demain? Vous envoyez en fait l'email. Alors attention, ne dites pas ça, est-ce qu'on se voit toujours demain? Parce qu'en fait, si vous mettez ça, la personne a l'impression de se dire, tiens, bah oui, oh non, on va finalement pas se voir, j'ai une urgence. On va dire plutôt dans l'objet du mail, les informations pour notre rendez-vous de demain. Et en fait, ensuite vous mettez, nous avons préparé une présentation personnalisée, nous sommes impatients de vous rencontrer, nous serons 3, nous viendrons en voiture, est-ce qu'on doit prévenir l'accueil à notre arrivée pour entrer dans le parking, on a préparé une belle démonstration pour vous, blablabla. En fait, le but en fait c'est de verrouiller la personne, parce que si vous dites est-ce on se voit toujours demain, la personne pourra se dire oh non et hop on décale. Par contre si vous dites voilà on a prévu une présentation personnalisée, on viendra à 3, mon collègue arrive de Marseille pour vous, si vous mettez des trucs comme ça, le mec en fait il pourra pas annuler parce qu'il dira oh merde putain ils étaient à 4, pour eux c'est important, merde c'est un peu embêtant de faire ça quoi, d'annuler. Donc en fait c'est essentiel comme ça de pouvoir verrouiller la personne. En cas d'annulation, moi ce que je conseille c'est plutôt que proposer une nouvelle date, parce que souvent les agendas sont hyper compliqués, c'est de proposer une réunion à distance, au moins de pouvoir entrer sur quelques détails pour ensuite renchaîner sur une réunion physique. Et en fait comme la personne elle sera redevable, encore une fois Influence et manipulation de Robert Cialdini, un excellent livre, montre en fait que si la personne est redevable, c'est-à-dire elle a fait une erreur et donc elle est redevable de quelque chose pour vous, vous pouvez lui demander un truc comme cette fameuse réunion à distance. Donc voilà. Autrement, lors de la présentation, définissez le message que doit absolument retenir le prospect, qui sera la chose qu'il devra retenir sur vos échanges. Parce que souvent, en fait, dans un PowerPoint, on a 50 000 trucs. Or, en fait, c'est trop compliqué de pouvoir passer 50 messages. Donc ce que je vous conseille, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui est essentiel que le prospect retienne de ce qu'on s'est dit là. Et là, vous dites voilà, c'est ça qui est important. Ou par exemple, c'est avoir un rendez-vous, c'est être qualifié pour le RFI, c'est ceci, cela. Et en fait, vous allez vraiment vous concentrer là-dessus et tourner votre présentation là-dessus. Et bien sûr, les derniers slides, vous dire voilà, ce que nous on voulait vous dire aujourd'hui, c'était ça. Voilà. Et si vous dites voilà, c'est ça qui est important de retenir, ce qu'on voulait vous montrer, c'était ça. Voilà. Et là, vous serez tranquille. Donc préparez avant votre rendez-vous vos documents, vérifiez que le déroulé sera adapté, faites un petit test de macro pour savoir si vous serez dans le timing. Si votre client vous dit j'ai 30 minutes, ben, vous devez vous démerder en 30 minutes et pas en accélérant. Hein. Souvent le problème des gens c'est qu'ils accélèrent le discours et ça devient encore plus compliqué puis ils ne laissent pas le client parler. Au contraire, concentrez-vous sur l'essentiel. Idéalement, arrivez 30 minutes en avance. Alors pourquoi vous allez arriver 30 minutes en avance? Tout simplement parce que vous allez vous garer tranquillou, vous allez aller dans un petit bar ou au pire dans la voiture pas très loin, et puis vous allez préparer votre discours avec votre collègue. Vous dites tiens, tu dis ça, moi je dis ça, qu'est-ce que tu en penses, machin, blablabla. Pour la personne qui fait la démo, la présentation, mettez votre PC en veille, ça évite d'avoir les 5 minutes où le PC redémarre, la mise à jour Windows qui tue et des choses comme ça. Mettez aussi toujours vos documents dans un Google Drive, un Dropbox, etc. etc. On ne sait jamais si votre PC est cassé, tombe à panne, redémarre pas, etc. etc. Vous serez capable de l'obtenir. Voilà. Donc après, moi ce que je conseille, c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir une application comme Touch & Sell, bah, vous avez tous vos documents sur votre tablette avec des éléments interactifs et tout ça, c'est quand même assez sympa. Donc je vous invite, vous pouvez regarder tranquillement sur Touch & Sell, vous avez une version d'essai de l'application qui est destinée aux commerciaux. Alors ensuite, l'erreur numéro 5, ne pas exploiter les moments informels avant et après une réunion. En fait, trop de gens se disent, bah voilà, la réunion elle commence j'allume le PC et que je démarre le PowerPoint. Bah c'est faux. C'est vraiment hyper faux d'ailleurs. Le rendez-vous, c'est pas le seul moment. En fait, il y a 5 moments clés en fait dans un rendez-vous. Le premier, en fait, c'est l'arrivée. L'arrivée dans le locaux et est-ce que vous arrivez. Dans une petite boîte, si vous commencez à arriver, à vous mettre à faire n'importe quoi, à être hautain avec la secrétaire, ça se saura. Parce qu'en fait, mais c'est qui ces gars-là, ils ont été cons, etc. etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire bonne impression dans une PME. Vous utilisez votre smartphone en attendant, si la personne est en retard, c'est pas grave. Faites pas, attendez, on avait rendez-vous tout à l'heure avec Monsieur Martin, etc. etc. Voilà. La salutation. Quand vous rencontrez le prospect, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne impression. Donc en fait, il faut que vous soyez bien sûr clean et que bah voilà, une poignée de main ferme, sourire, je suis content de vous rencontrer, voilà, ça me fait plaisir, blablabla, enfin voilà. Ensuite, vous avez un autre moment qui est le cheminement jusqu'à la salle de réunion. Alors ne négligez pas ça, parce que c'est un excellent moment de briser la glace. Briser la glace en fait, pas la classe, mais la glace. Et en fait, c'est le moment d'avoir un petit peu d'intimité avec la personne. Et là, vous dites, voilà, vous êtes beaux locaux, ah, c'est pas mal, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immeuble, ah, c'est l'iPhone X que vous avez, etc. etc. C'est le moment d'avoir un peu de relationnel, un peu de compliments, machin et tout ça, qui vont
qui vont commencer en fait une bonne relation. Il faut toujours inventer et trouver un petit truc qui soit intéressant pour la personne, qu'elle se sente un petit peu valorisée, que vous intéressez à elle, etc. Bon, bien sûr, vous avez la réunion, hein, et donc vous avez l'ordre du jour, le sommaire, et faire valider tout ça par les participants. Le but, c'est pas de dérouler un speech, mais de rassurer le client sur le fait que vous avez compris sa solution, ses contraintes, etc., etc. Le dernier point, c'est la prise de congé. La prise de congé, c'est en fait quand on part et qu'on retourne à l'accueil. Donc il y a la prise de congé en elle-même, donc on serre les paluches des gens, j'étais content de vous voir, je vous donne la carte de visite, je récupère vos coordonnées, blablabla. Bla 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 bla. Ensuite, vous avez le retour à l'accueil. Le retour à l'accueil, il est encore plus important que l'arrivée dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que le retour à l'accueil, c'est, comme disait mon collègue Iliane, c'est le quart d'heure du patron, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le moment où il vous raccompagne, tout le monde est détendu, tout le monde pense en fait que c'est fini, sauf qu'en fait non. C'est là en fait que vous allez dire, discuter avec la personne, tiens en fait, est-ce que vous avez vu d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez faire ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation. En fait, c'est un peu le moment off où les gens sont plus avec leurs collègues de bureau, vous êtes tout seul avec le gars qui vous a invité à la présentation, et là en fait c'est le moment où vous pouvez avoir pas mal de trucs de confiance, et c'est vraiment un truc qui est vachement intéressant. Donc toujours à ce moment-là, ne dites pas juste bon merci, etc. Mais essayez de rentrer un petit peu. Alors, est-ce que vous avez d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez faire ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé de notre présentation. Et souvent, en fait, les gens, ils se méfient pas et ils acceptent en fait de donner des informations, pas confidentielles, mais des informations assez pertinentes. Voilà. L'erreur numéro 6, c'est offrir un petit truc physique. Bah, en fait, encore une fois, je reviens sur Influence et manipulation, un excellent livre de Robert Cialdini. C'est le principe encore de la redevabilité. Dans des offres en fait de plus en plus numériques, des relations numériques, en fait, l'essentiel de laisser une trace physique de votre rencontre. Donc, la carte de visite. Alors, la carte de visite, il y a plein de gens qui nous disent non mais c'est inutile. Non, c'est pas c'est pas inutile parce que ça reste sur le bureau, c'est un truc un peu physique, etc., etc. Puis on peut passer des messages là-dessus. J'ai tout un article sur conseilmarketing.com là-dessus. Mais surtout, si vous n'avez plus de carte de visite, si vous dites non, mais j'en ai plus, elles sont en réimpression, ça montre vraiment que vous ne savez même pas gérer vos cartes de visite. Alors, vous imaginez si vous gérez un projet avec eux, un projet complexe, le mec n'est pas capable d'avoir des cartes de visite, alors comment son entreprise peut être capable de gérer un projet qui vaut plusieurs centaines, voire milliers d'euros? Voilà. Donc voilà, c'est juste une question de crédibilité. Ensuite, la plaquette de l'entreprise. En fait, de plus en plus de gens ne laissent pas de plaquette. Et donc, en fait, ils viennent dans l'entreprise, ils laissent un PowerPoint et ils se barrent. Or, le mec, en fait, il n'a plus rien sous la main, il n'a plus d'infos. Tandis que si vous avez votre plaquette et vous la déposez, la personne, en fait, la pose sur son bureau, ça reste en vue, ça reste en mémoire pendant un certain temps. Et puis, il peut le montrer à ses collègues, etc., etc. Ensuite, la clé USB. La clé USB avec le PowerPoint. Et là, bien sûr, c'est une clé USB marquée. Donc, bien sûr, il va la réutiliser à chaque fois. Il pensera un petit peu à vous, etc., etc. Idéalement, moi, ce que je recommande, c'est laisser un petit goodies, une balle anti-stress, un chargeur de portable, un truc comme ça. Offrir un cadeau, même symbolique, va rendre votre prospect redevable. Donc c'est vraiment important de se dire ça parce qu'en fait la personne va dire ah oui merci pour le petit cadeau, etc., etc. Même si plein de gens se disent mais non c'est rien, et ben c'est une technique qui marche. Par exemple les agents immobiliers, si un jour vous achetez un appartement, vous vous rendez compte qu'en fait les agents immobiliers sont assez malins là-dessus. Ils vous offrent quasiment tout le temps, enfin les agents immobiliers intelligents et malins vous offriront un porte-clés. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un petit porte-clés, peut-être pour votre premier achat et tout ça. Et là, vous dire ah oui, c'est sympa. C'est un achat, en plus, c'est un petit goodies qui a de l'émotion parce que le porte-clés, c'est acheter l'appart, avoir des clés de l'appart. Et vraiment, c'est un truc qui, qui est vraiment tout con et qui marche énormément dans l'immobilier. Donc, si vous êtes agent immobilier, je vous invite à faire imprimer et produire vos propres porte-clés. Voilà. Ce qu'il faut faire également, je vous conseille de faire un kit prospect. Un kit prospect, qu'est-ce que c'est? C'est avant de partir chez un prospect, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les plaquettes, la clé USB, les goodies. Et en fait, comme ça, vous n'avez pas à vous dire ah tiens, faut que je trouve machin, faut que je trouve cela. Ah non, il n'y a plus de goodies, il n'y a plus de plaquettes, il n'y a plus de ceci, cela. Donc vous préparez comme ça dans une enveloppe des kits prospects ou dans une pochette, en fait, une pochette de l'entreprise. Encore mieux, une pochette avec la fiche produit, le machin. Vous mettez le goodies, vous mettez le bidule. Et là, c'est vraiment sympa, quoi. Donc n'oubliez pas le lot de goodies. Vous avez véritablement énormément de goodies qui ne se coûtent pas très cher et qui vous permettent comme ça d'aller immédiatement gagner un peu en crédibilité, en relationnel avec la personne. Voilà. L'erreur numéro 7, c'est oublier de valider l'agenda et le temps disponible. Ça en fait, ça c'est quelque chose qui tue en fait. Parce que parfois il y a des gens qui disent ouais moi je peux rester qu'un quart d'heure, ou il y a un mec qui se barre au bout d'un quart d'heure et c'est lui le décideur. Donc c'est important en fait de valider le temps et de tenir dans le timing, quoi. Il faut
valider ça au début de la réunion et vérifier que vous aurez tout le temps de le faire. Donc prévoyez toujours une version courte et une version longue de vos PowerPoint. Moi en fait j'ai ça. Quand je fais une présentation PowerPoint pour un client, j'ai toujours la version courte et la version longue. Bien entendu, quand je fais un rendez-vous, je sais que j'ai 1 heure, donc j'ai déjà prévu le timing. Mais au cas où, en fait, je supprime des slides de la présentation et je fais une version courte. Et en fait, tout simplement, paf, ça me permet de m'adapter. Donc définissez exactement ce qui est essentiel, hein, comme je le disais, ce que vous allez vous concentrer sur l'élément clé que vous devez faire passer et ce que vous voulez atteindre. Si vous dites avant la réunion, mon objectif après cette présentation-là, c'est d'avoir le second rendez-vous, d'être signé pour le RFI, etc., etc. Et vous allez vraiment mettre vos efforts là-dessus. Dites pas, j'ai juste fait une opération produit ou je vais remporter la vente. Non, travaillez plutôt en petits pas en disant, voilà, on a fait cette première étape, maintenant la deuxième étape, c'est ça. Tac, 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 tac. Voilà. Erreur numéro 8, trop parler et ne pas prendre des notes. Alors ça, c'est moi j'ai vraiment du mal parce que j'aime bien parler, j'aime bien raconter, j'aime bien parler de mes produits, j'aime bien parler de mes prospects, j'aime bien parler de ceci, et en fait je sais que je passe trop de temps moi à parler de moi. Or la star en fait c'est le prospect, c'est pas vos produits, c'est pas vous. Donc j'essaye de me refréner à chaque fois et c'est dur. J'essaie de pas dérouler un argumentaire, de pas avoir des a priori, mais vraiment de laisser en fait le prospect raconter ses propres trucs. Donc c'est important parce que le prospect en fait lui il s'en fout que vous avez vendu à 100 prospects comme lui auparavant. Ce qui l'intéresse c'est son cas à lui, c'est ses particularités et il sera jamais sûr que vous avez bien compris son truc. Donc voilà, il faut montrer son intérêt en prenant des notes également. En fait c'est assez compliqué à faire, mais si vous envoyez un compte rendu de réunion à un prospect en disant voilà on a vu ça, on a fait ci, on a fait ça, vous allez vraiment vous démarquer de la concurrence parce que la plupart des gens prennent un compte rendu mais uniquement pour eux et ils l'envoient jamais au client. Et le client est quand même relativement preneur parce qu'en fait il est même preneur parce que c'est des choses qui l'intéressent à lui, parce qu'il sait ce qu'il a, etc., etc. Et vous voulez lui rendre service parce que lui après il n'a pas non plus à faire un compte rendu qu'il enverra à son boss ou à mettre dans un document, dans un fichier, etc., etc. Donc le compte rendu, sincèrement, si vous avez une personne qui peut être chargée du compte rendu et vous qui faites la présentation, c'est bien. Alors on peut pas faire présentation et compte rendu en même temps, n'essayez pas de le faire, ça marche pas. Voilà. Donc, retenez de vous de parler, ça c'est ce que je vous conseille de faire, d'interrompre. Hein. Le premier rendez-vous, c'est au moins 60% d'écoute, hein. 40% à parler de la société, de vos produits, de votre démo, etc., etc. Il faut vraiment parler d'eux, enfin qui parlent d'eux, de leurs problèmes. C'est eux les stars, hein. Ne coupez pas la parole, blablabla. Voilà. Si possible, définissez une personne qui prendra les notes. À la fin de la réunion, faites une synthèse rapide de ce que vous avez compris, ce que vous proposez. Ça, c'est vraiment important. Vous dites toujours, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, ce produit répond exactement à vos besoins. Vous allez conforter la personne sur le fait que votre solution est la bonne. Voilà. N'oubliez pas de positiver, il faut supprimer les mots négatifs. Faut pas dire, voilà, n'hésitez pas à m'appeler, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. En cas de problème, on a un support technique, mais notre support technique est là pour vous assister 24 heures sur 24. Dès que vous avez une question, on est là, on répond. Vous voyez, en cas de problème, et on est là, on répond 24 heures sur 24, c'est pas du tout la même signification. Chaque mot a un sens. Ajouter si possible notion des ROI, ça c'est de plus en plus parce qu'en fait, il faut être clair, c'est les financiers qui dominent les entreprises, c'est plus les créatifs. Donc en fait, il faut vraiment expliquer pourquoi c'est plus rentable, soit de manière rationnelle, vous pourrez économiser X heures, X jours, etc., etc., soit émotionnel, vous n'avez plus à répéter 10 fois le même discours, vous n'aurez plus de temps à faire ceci, vous allez automatiser des tâches, etc., etc. L'erreur numéro 10, en fait, c'est simple, c'est à la fin de la présentation, c'est proposer la nouvelle étape, la prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe en fait? L'entretien de vente est quasiment fini, maintenant on dit ok c'était sympa, etc., etc. Puis il y a plein de gens qui disent bon allez, merci, au revoir, on vous tient au courant. Non, il faut provoquer la prochaine étape. Et là en fait, généralement sur le dernier slide, vous dites quelles sont les prochaines étapes. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes? En fait, et là la personne, vous allez en fait la mettre un peu dans ses retranchements. Ça va peut-être la déstabiliser un peu, mais au moins vous allez un peu la forcer et vous allez avoir une petite idée de dire qu'on fait ci, qu'on fait ça. Et là vous pourrez dire si vous voulez, moi on peut caler un rendez-vous tout de suite ou on peut caler une date pour se relancer, etc., etc. Pour relancer vous rappeler ou faire ceci, cela. Donc vraiment cette dernière salle, quelle est la prochaine étape est vraiment essentielle. Voilà. L'erreur numéro 10, la dernière, c'est oublier le compte rendu dans le CRM. Ça, c'est vraiment un truc, comme je vous le disais. Le rendez-vous, parfois, il sera dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On sait jamais, en fait, ce qui va se passer. Donc, il est important, en fait, d'avoir ce compte rendu. Moi généralement ce que je fais c'est que après la réunion on se fait un débrief, c'est-à-dire qu'en fait on s'appelle au téléphone si on est à distance ou alors on le fait dans le parking, dans la voiture, ou alors au bureau. Mais on le fait surtout pas dans le couloir, parce que parfois ça m'est arrivé de discuter, et puis en fait il y a le prospect qui est juste derrière, ou un collègue qui est juste derrière, ou une personne qui est juste derrière, et vous dites ah ouais je crois que c'est bon pour cette affaire, machin, mais attends, le mec il est juste derrière, faut la fermer tant qu'on est dans l'entreprise, et
Après, quand on est à l'extérieur, oui, on peut discuter. Voilà. Ensuite, c'est un petit peu faire un tracking de tout ce qui se passe en fait au niveau aussi du prospect, de ses réactions. Bon, bien sûr, lors de la réunion, vous avez une petite idée, mais vous savez que vous avez des outils comme par exemple Tilkey, Banana Tag, Quiller, GetConga, Proposify, Yesware, HubSpot, qui permettent en fait de vérifier si la personne a lu vos documents, donc soit elle a cliqué sur le lien dans votre proposition commerciale et vous avez une petite alerte qui vous dit tiens ça y est il a cliqué, et avec des outils comme Tilkey, Banana Tag et compagnie, vous pouvez même en fait voir combien de temps la personne a passé à lire votre proposition commerciale, quelle page elle a lu, etc. etc. Et ça c'est vraiment important parce que avec ces outils là vous pouvez dire bah tiens le prospect il a passé 10 minutes à lire ma proposition commerciale, ah bah s'il a lu passer 10 minutes, bah, vous l'avez dans l'os. Par contre s'il a passé 1 heure, 2 heures ou 3 heures, vous savez que vous êtes bien placé. Donc c'est vraiment important, ça vous donne des indices supplémentaires. Parce que parfois on envoie une propale à un client et on ne sait pas s'il a lu, qu'il n'a pas lu, etc. Ben là vous saurez s'il a lu, s'il n'a pas lu, vous saurez tout en fait. Donc enfin tout, pas tout, mais vous saurez quand même une bonne partie des choses quoi. Donc voilà, donc comme je vous disais, envoyez un petit résumé synthétique au prospect, vous marquez bien sûr pas tout ce que vous avez pris, enregistrez dans votre CRM votre compte rendu, prévoyez une alerte dans votre agenda pour le relancer. Voilà. Donc on arrive en fait à la conclusion, hein, comme je vous le disais, ce qui est important pour réussir un rendez-vous de prospection, c'est de s'intéresser aux besoins du client. Se placer comme une personne qui va résoudre un problème et donc il faut comprendre les enjeux du client, il faut personnaliser sa présentation, il faut essayer de mettre en place du relationnel et c'est ces petits détails qui vont faire que vous allez lui prouver que vous avez compris sa problématique et que vous allez la résoudre. C'est pas le prix qui est le plus important dans B2B. Enfin, si, il est important quand le client a un budget serré. Mais moi, ça m'est déjà arrivé en fait de remporter des affaires. Le client nous disait vous étiez plus cher, mais on vous a choisi parce que vous avez une meilleure méthodologie, parce que vous avez mieux compris notre problématique, etc., etc. Parce que en fait, les gens, c'est pas leur argent. Quand ils sont en B2B, c'est pas leur pognon à eux qui mettent en place, c'est leur crédibilité et c'est le fait que la solution va marcher pour l'entreprise. Donc en fait, c'est plus important de les convaincre que vous allez résoudre le problème, que vous allez faire de manière pertinente, que ça va adapté, que en fait dire on est 50% moins cher parce qu'après, si ça marche pas, les mecs vont se faire taper sur les doigts et ils peuvent se faire virer. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant. Si vous voulez voir l'article en entier, vous pouvez aller sur le blog Touch and Sell. Vous avez d'ailleurs des articles complémentaires sur la vente aussi sur le blog. N'hésitez pas. Par exemple, vous aviez comment convaincre son boss de me fournir sa tablette. Hein. Vous avez ça chez Touch and Sell. Donc vous avez des articles aussi sur comment en fait comment utiliser les témoignages clients, etc., etc. C'est vrai qu'en vidéo c'est assez sympa à montrer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.